Bonsoir Christelle Retard. Bonsoir. Dans ce livre passionnant, on comprend qu'une directrice de prison fait tant de choses. On est vraiment dans le multitâche aussi que déplorent un certain nombre de policiers et autres institutions en malaise. Vous êtes passé à Fleury-Mérogis, à Nanterre, à la santé, au Beaumet. Vous avez appris, vous avez dirigé. Est-ce que vous diriez que vous avez plus amélioré dans l'ensemble que subi ou l'inverse ? Ah non, j'espère que j'ai plutôt amélioré. Ça serait dommage de dire que j'ai seulement subi. Non, ce qui me motive, c'est effectivement d'améliorer le fonctionnement de la structure, d'améliorer les conditions de détention, d'améliorer les conditions de travail du personnel. Toute mon activité, elle est tendue par cet objectif-là. Comme vous l'avez fait en accompagnant la réouverture de la prison de la santé ? Par exemple, oui, c'est pour moi une belle fierté. Alors, il y en a eu d'autres, parce qu'on était sur un établissement mythique, en plus à Paris. Il a fallu ouvrir cet établissement-là avec près de 75% de surveillants stagiaires, donc qui démarraient dans leur carrière à l'établissement. On avait vraiment tout à construire pour accueillir les premières personnes détenues. À la prison de la santé, nouvel âge des prisons, est-ce qu'on est loin de la surpopulation carcérale ? Des chiffres que vous décriviez, vous, à Fleury-Mérogis, par exemple, un taux d'occupation de cellules de 150 à 180%. C'est fini ça ? C'est un peu moins vrai sur Fleury-Mérogis parce que c'est un très grand établissement, mais on a des établissements, effectivement, j'ai connu par exemple au centre pénitentiaire de Marseille des taux d'occupation à plus de 160%. Et effectivement, ce sont des taux qui apparaissent complètement fous. Ça ne concerne que un type particulier d'établissement que sont les maisons d'arrêt, c'est-à-dire sont un peu les gares de triage, les maisons d'arrêt, dans la mesure où on gère, mais de manière strictement séparée, les personnes prévenues, donc qui sont en attente de leur jugement, les personnes condamnées à de courtes peines qui de toute façon exécuteront leur peine dans cet établissement, et les détenus à des peines moyennes ou à des peines longues qui sont en attente d'une place dans un établissement pour peine. Et il faut bien faire le distinguo parce que précisément dans ces maisons d'arrêt que vous avez dirigées, c'est un petit condensé de l'humanité. Ce que vous appelez un peu le pot pourri parce que tout le monde se côtoie et parfois des mondes qui n'ont rien à faire ensemble. Ah, complètement. Oui. Ce qui se passe aussi en cellule où vous tentez justement de faire attention à l'harmonie, si j'ose dire, en cellule quand on a 2 ou 3 détenus qui partagent la cellule. Alors, de plus en plus, dans les établissements, dans les maisons d'arrêt, on cherche effectivement à séparer les gens en fonction d'un certain nombre de catégories. Depuis 10 ans maintenant, il y a une interdiction stricte à faire cohabiter des prévenus et des condamnés dans de mêmes cellules, ce qui semble tout à fait logique. Mais ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a ensuite la prise en compte de certains profils. Par exemple, les jeunes détenus sont plutôt affectés ensemble dans une même cellule. Il y a ce qu'on veut faire, Christelle Retard, et il y a ce qu'on peut faire. En l'occurrence, dans ce livre, vous racontez cette scène, ce jour-là, à Fleury-Mérogis, 300 détenus dans la cour qui refusent de réintégrer leur cellule, et on vous informe d'une situation, un jeune homme qui est méconnaissable, que vous appelez Elephant Man dans ce livre-là. Il est totalement défiguré, il a été tabassé, harcelé, mutilé pendant 6 semaines, vous dit-on. Il occupe une cellule avec 2 autres détenus, ils sont donc 3, et personne n'a rien vu pendant 6 semaines. C'est ça. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible, effectivement, parce que le surveillant ouvre la porte, qu'il distribue le repas ou qu'il fait sortir les uns et les autres pour aller en activité ou pour aller en cours de promenade. Il appelle, il voit ou il devine. C'est-à-dire que ce jeune homme, il a sans doute été vu dans son lit, sous sa couverture, donc il n'a jamais été vu physiquement, mais on a vu sa silhouette. Il a répondu aux appels du surveillant, mais il n'y a pas eu d'échange. Ce jour-là, pourquoi on a enfin découvert cette situation ? C'est parce qu'un surveillant, effectivement, a été alarmé par le fait qu'il ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours et que ça lui semblait curieux et qu'il a cherché à comprendre pourquoi. Et c'est aussi parce que les 2 autres occupants ont quitté la cellule, ce qu'ils ne faisaient pas. Ce jour-là, vous dites... vous êtes pétrifié parce que vous voyez ce jeune homme qui était condamné à une courte peine, qui aurait pu porter plainte contre l'administration pénitentiaire, ce qu'il n'a pas fait. Il a porté plainte contre les autres détenus. Ça fait partie des images qui vous restent, des histoires qui vous poursuivent, Christelle Retard. Ah oui, indéniablement. Alors, ce livre est un témoignage en condensé des épisodes les plus marquants de ma carrière. Ça n'est pas toujours comme ça, évidemment, et heureusement. Mais ces épisodes-là ont été ceux qui m'ont le plus frappé.
le plus marqué aussi parce qu'on en garde un souvenir très précis. Il y a une autre réalité, c'est la réalité terroriste, et vous le dites avec vos mots forts. On est ainsi sur un volcan, parce que ces lieux de passage qui sont les prisons sont des cocottes minutes, et les profils des terroristes ajoutent aujourd'hui à la difficulté. C'est le problème aujourd'hui dans les prisons, de bien contenir, réinsérer, en tout cas gérer ces individus radicalisés. Effectivement, la prise en charge de ces profils-là, c'est le point d'attention de tous les échelons hiérarchiques de l'administration pénitentiaire, du ministère de la Justice. Donc oui, évidemment, c'est quelque chose de très préoccupant. Et puis en plus, on a un peu appris à marcher en marchant. Et leur prise en charge avec une arrivée assez importante s'est construite au fur et à mesure du temps. Ça veut dire qu'eux, par exemple, arrivent en maison d'arrêt comme les autres ? Bien sûr, oui. Bien sûr. Et depuis 2015, très clairement, on a mis en place et des structures d'hébergement et des procédures d'affectation dans ces structures-là, des mesures d'accompagnement pour gérer le temps, pour gérer aussi la sortie. Pour ne pas faire de la prison une école du crime, parce que vous dites que c'est encore une réalité. On apprend encore à tuer et à être un récidiviste éventuellement en prison ? Alors, on apprend, oui, sans doute, toujours à devenir un récidiviste. Il faut bien mesurer aussi qu'un certain nombre des personnes qui passent en prison, y passent plusieurs fois. Et pas toujours contraintes et forcées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix de la délinquance et qui ne veulent en aucun cas être l'acteur de leur réinsertion. Vous qui avez toujours essayé d'améliorer, vous le disiez aussi, la condition de vie des détenus, par exemple des possibilités de suivre des diplômes, des masters en prison, en faisant entrer des animaux, je pense aux chevaux aussi pour l'équithérapie. Vous avez souhaité pendant 20 ans apporter toujours un peu d'humanité, de lumière, disons, dans cet univers pénitentiaire. De l'humanité, il y en a beaucoup. Il n'y a que ça dans les établissements pénitentiaires. Il n'y a que des hommes et des femmes, qu'ils soient en uniforme, qu'ils soient là contraints. Mais il y a le pire de l'humanité. Et il y a quelquefois le pire de l'humanité. Mais il y a aussi de très belles choses dans les établissements pénitentiaires. Il y a des choses très émouvantes. Une remise de diplôme avec les autorités de l'éducation nationale qui sont là et une cérémonie très organisée. C'est aussi un moment très émouvant. Donc vous êtes sorti assez vite du diptyque qu'on appose souvent à la prison, surveiller et punir. Ou la prison, c'est aussi s'en sortir ? Oui, je pense que c'est aussi s'en sortir et toutes les petites réussites que j'ai pu connaître dans ma carrière avec des gens qui changeaient radicalement de vie ou qui retrouvaient effectivement quelque chose à la sortie. Tout ça, c'est le moteur aussi de ce métier-là. Christelle Rotard, merci. Directrice de prison, c'est votre témoignage chez Plomb. Tout ce qu'on ne peut pas dire, vous en dites des choses justement dans ce livre que je vous recommande, qui est très fort d'humanité. Merci. Merci beaucoup.